C'est un nouveau rendez-vous sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien dans la surface de vérité. Et pour ce numéro, je reçois pour vous, journaliste d'expérience, c'est l'une des plumes les plus alertes de la presse burkinabé, directeur de publication du journal Le Quotidien. Aujourd'hui au Faso, bien sûr, Dieudonné Zoungrana est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aubin, bonsoir à les téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on ne vous entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, disons que j'ai décidé de lever un peu le pied. Bon, surtout, c'était les débats de dimanche à la RTV, mais depuis quelques mois, j'ai décidé de lever le pied. Il y a des moments où il faut faire un break, bon, pour souffler et puis voir et observer. Voilà. Donc, je suis en réserve des tubes cathodiques et puis des micros et caméras. Et pourtant, c'est peut-être aussi le moment où on a besoin d'entendre des hommes comme vous, des hommes d'expérience qui ont en tout cas l'analyse assez pointue de la situation aussi pour éclairer l'opinion. Mais il y en a des analystes politiques dans les médias burkinabés, ça foisonne. Donc je pense que la relève même est déjà faite et il y a pas mal d'analystes politiques qui peuvent bien faire le boulot. Donc je pense que ce n'est pas un manque. C'est juste un temps d'observation. Donc, alors, on va parler de la situation des médias burkinabés. Commençons par la situation économique. Hein. Vous êtes patron de presse. Aujourd'hui, au Faso, c'est bon la malin quotidien qui tient la route, malgré toutes les difficultés, on le sait. Pas aisé hein, d'être patron de presse. Oui, pas aisé, parce que ça fait, en février, nous allons fêter les 9 ans d'existence. Bon, on a senti le vent du boulet passer. Ce n'est pas facile, surtout en ces temps de sale temps, pour faire tautologique, où quand même il y a un mauvais vent qui souffle sur la presse, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les médias, toutes tendances confondues, voient rouge. Et pour cause, vraiment, aujourd'hui, on est envahi par nos confrères putatifs que sont la toile. Aujourd'hui, les médias qui sont vraiment adossés aux fondamentaux, c'est-à-dire les médias traditionnels, en tout cas, n'emmènent plus large, que ce soit la presse écrite, en ligne, audio, radio. En tout cas, aujourd'hui, on a des problèmes de trésorerie et beaucoup risquent de mettre la clé sous le paillasson. Et ça va être un gros coup hein, pour la liberté, pour la démocratie, parce que la presse doit pouvoir continuer à exister pour pouvoir continuer à justement à éclairer, à apporter cette contribution essentielle pour la vie démocratique, pour la gouvernance tout court. Oui, elle doit continuer à exister, mais il faudra quand même qu'on fasse des gestes. Aujourd'hui, pour la presse écrite que je connais, aujourd'hui, on a quoi? On a une publicité quasi inexistante, on a un lectorat volage, ou quasiment aussi étriqué, on n'a plus de communiqué, il n'y a rien. Les intrants ont atteint des prix himalayens. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez la rame de papier qui était de 16 000 est passée à 23 000, la plaque qui coûtait 16 000 est passée à 23 000 aussi, et on a l'encre, bon, et le papier à cause de la guerre Russie-Ukraine, le papier se fait rare. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la presse écrite, c'est très difficile de paraître. Et je pense que les solutions résident. Bon, il y a le FAPEPE qui est là, qui fait la subvention. Mais la subvention, c'est vraiment du saupoudrage. J'emprunte le mot à votre directeur général, M. Sarré, c'est du saupoudrage. Parce que quand vous voyez qu'un média a eu, par exemple, 3 millions de subventions, mais les 3 millions, peut-être que c'est 1 million qui représente la subvention. Parce que les 2 millions, c'est quoi? C'est la TVA et la CNSS que vous avez payé, et maintenant vous avez la part égalité plus le bonus. Donc finalement, il n'y a pas... Bon, on a octroyé des prêts, mais si un crédit est fait pour être remboursé, on va rembourser comment si la maison ne tourne pas? Il faut des revenus. Voilà. Donc actuellement, la presse, toute tendance confondue, est aux abois financièrement. Et l'État y est pour quelque chose également à travers les... Oui, l'État aussi paye ses factures trop en retard ou pas du tout. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a des factures où c'est exercice 2021 ou 2022, on dit non, on n'a pas d'argent, on va ramener ça à l'exercice prochain. Ou bien on n'a pas d'argent, ou bien on paye en retard avec 6 mois, 7 mois de retard. Tout ça, cela concourt vraiment
à fragiliser vraiment une presse pourtant qui demeure professionnelle. La presse burkinabé, elle a l'éthique et la déontologie en bandoulière. Donc ce n'est pas des médias qui sont là vraiment des tabloïds ou bien les presses de caniveau. La presse burkinabé est responsable. Malheureusement, côté trésorerie, elle ne tient pas. Or, pourtant, il faut sauver cette presse. Parce que cette presse, vous l'avez dit tantôt, elle a guerroyé dur pour des acquis en matière de démocratie, de liberté, de près de tout. Prenez des journaux comme l'Observateur, comme Le Pays, comme L'Événement. Ce sont des journaux qui ont brûlé leur part de poudre pour vraiment hisser des valeurs cardinales, pour les ancrer dans ce pays-là, pour que nous puissions vraiment avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc ce serait dommage aujourd'hui que certains journaux ou certains médias disparaissent, parce que la démocratie est fille de la presse. Ce sont aussi des emplois qui sont créés, ce sont des entreprises. Oui, je ne vous le fais pas dire. C'est des emplois aussi qui disparaissent, c'est du chômage. On crée de l'emploi. Même si vous avez employé même un site qui emploie 2 personnes, mais il résorbe le chômage. Donc ça aussi, ça va créer aussi la paupérisation. Et quand vous parlez de cette question, on vous dit il suffit juste d'être un peu imaginatif, de revoir le modèle économique. Non, ce discours-là est rayé. Nous avons participé à des formations en management de la presse écrite. On nous a dit c'est le format. Non, aujourd'hui, il faut reconnaître que la presse burkinabé est à l'image du pays. Aujourd'hui, l'économie burkinabé, pour emprunter un mot de John Maynard Keynes, a un problème de moteur. Il y a quelques années, l'économie burkinabé avait un problème de magnéto, d'alternateur. Parce que vous savez qu'en 1930, quand il y a eu la dépression aux États-Unis, John Maynard Keynes, qui est un économiste averti, pour expliquer ça à l'opinion, a dit « Notre économie a un problème de moteur ». Aujourd'hui, l'économie burkinabé est quasiment dans le coma. J'espère que c'est un coma réversible, sinon c'est la mort. Donc, c'est à l'image de cette économie burkinabé-là que la presse reflète. Aujourd'hui, on n'arrive pas, l'économie ne tourne pas. Donc, si quelqu'un qui a 500 francs, ben, il a faim, il préfère aller payer un plat de riz ou bien de haricots pour manger que de payer un journal. Bon, donc, il faut aussi reconnaître que c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse tourner l'économie. Et enfin, je pense aussi qu'il y a un problème ici. On n'a pas le mécénat. Vous savez, la presse doit être supportée par des mécènes. Les mécènes, c'est quoi? Il faut que des gens acceptent de mettre de l'argent dans ces médias-là, sans attendre un retour sur investissement. Parce que c'est quoi? Quand on parle, les gens, oui, non. Là, il y a peut-être le risque de contrôle. Oui, non, bon, sans aussi vouloir contrôler la ligne éditoriale. C'est ça aussi. Ailleurs, ça existe. Je ne parle pas des médias parce que quand souvent un étranger vient ici et me demande, vous avez combien de journaux? Il y a combien de journaux de l'opposition et du pouvoir? Je dis, ici, ça n'existe pas. Même les médias d'investigation ne sont pas des médias d'opposition. C'est des médias vraiment qui font leur travail. Donc, il faut qu'on ait des mécènes qui acceptent de mettre de l'argent dans ces journaux-là parce que c'est un travail qui aide le pays. C'est vraiment, c'est un sacerdoce, sans pour autant vouloir, en tout cas, influer sur la ligne éditoriale. Ça, c'est vraiment aussi une des voies qui peut, en tout cas, sauver la presse burkinabé. En tout cas, pas simple, en tout cas, parce qu'un média qui est économiquement fragile, c'est un média vulnérable aussi. Oui, oui, mais je disais un jour sur un plateau, le journaliste n'a pas fait vœu de pauvreté. Hein? Nous n'avons pas fait vœu de pauvreté. Mais le journalisme, ce n'est pas un métier qui apporte de l'argent. C'est de la passion. Il faut d'abord aimer. Norbert Zongo, paix à son âme, souvent quand il faisait une conférence face à des jeunes journalistes, avant de commencer, il disait, bon, ceux qui veulent avoir l'argent n'ont qu'à sortir de la salle. Parce que le journalisme n'apporte pas de l'argent. C'est un sacerdoce, il faut aimer. L'argent, je ne dis pas qu'on est fait pour être pauvre. Hein. On peut faire d'autres choses, des consultations et autres pour avoir l'argent. Mais le journalisme stricto sensu, c'est un sacerdoce. Il faut aimer, ça ne fait pas de vous un Crésus. C'est juste qu'il faut le minimum, justement, les conditions. Oui, mais au moins il faut les conditions idoines. Rien que même pour les journalistes qui font un travail formidable. C'est ça. Il y en a qui vous parleront de qualité de contenu face justement à l'avènement du digital des réseaux sociaux aujourd'hui.
Non, mais aujourd'hui, même les médias burkinabés même les médias qualité de contenu. Oui, même les médias papier, ils ont aussi le numérique. Aujourd'hui, au Faso, existe en format papier et en format numérique. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment un problème de contenu. Parce que nous n'allons pas tomber dans la presse de caniveau ou le sensationnel, le bidonnage. Non. Ça, la toile a amené ça. Et justement, il faut cette presse orthodoxe-là, cette presse traditionnelle-là, pour faire contrepoids. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? On a une presse, on a des fake news qui sont produites en quantité industrielle et qui inondent. Mais c'est fait exprès. Peut-être qu'on aura le temps de revenir. Et c'est la propagande. C'est payé. Aujourd'hui, un activiste qui fait le buzz, immédiatement, s'il a besoin de 5-10 millions, il peut l'obtenir. Mais vous êtes un patron de presse, mais vous voulez même 500 000, même, vous n'allez pas avoir. Ça aussi, c'est le paradoxe aujourd'hui. Voilà. Professionnalisme, propagande, justement, quelle approche en temps de crise? C'est un débat aujourd'hui. Oui, donc je le disais tantôt, la propagande, elle existe même hors crise, et même dans les démocraties aseptisées, il y a la propagande. Des gens sont payés pour faire ce travail-là, de sape. C'est un travail de sape parce que c'est un travail qui est nocif. Parce que c'est quoi? On balance des informations tronquées ou truquées, non avérées. On fait du bidonnage. Mais plus grave souvent, on fait du mensonge d'État. C'est quand la propagande devient un mensonge d'État qu'elle devient encore gravissime. Mais pour certains, la propagande, elle est parfois bonne, justement, au niveau État, dans ce contexte de compétition entre pays, dans ce contexte de lutte pour la libération. Aujourd'hui, je me rappelle à la rencontre entre les patrons de presse et le capitaine Ibrahim Traoré, il est revenu sur cet aspect des choses, en prenant exemple sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, par exemple. Oui, ça c'est en temps de guerre, bon, il y a la guerre des communiqués, parce que la guerre aussi, elle est communicationnelle. Mais je parle de cette propagande qu'on fait tout en sachant qu'on est dans du faux. Ça, c'est une propagande qui est nocive. Sinon, vous parlez, ce que vous dites, c'est une propagande chauviniste. C'est une propagande panafricaniste, c'est-à-dire que, bon, patriotique, si on veut dire, parce qu'on exalte la fibre patriotique et tout. Bon, cette propagande n'est pas mauvaise en soi. Mais la ligne de démarcation entre cette propagande exaltante et la propagande nocive, là, cette ligne de démarcation n'est pas si souvent tenue. Elle n'est pas étanche. Ce qui fait que souvent, on glisse rapidement dans le mensonge d'État. Parce que de plus en plus, ces derniers temps, on reproche aux médias burkinabés justement de ne pas s'inscrire dans cette logique. On estime qu'on ne peut pas rester dans l'orthodoxie de la profession, les règles d'éthique et de déontologie. Dans ce contexte de crise, il faut s'adapter en apportant aussi cette contribution à travers aussi, en s'inscrivant dans une action de communication en faveur justement. Oui, j'ai entendu le ministre de la Communication dire justement aux DCPM qu'ils doivent être les VDP de la communication gouvernementale. J'ai bien aimé cette formule. Mais quant aux médias privés, je comprends, hein, parce que dans tout pays, quand le pays est en guerre, quand le pays est menacé, ben, la presse, parce que le journaliste n'est pas un homme désincarné, il est aussi un homme d'une époque, il est aussi un homme d'un pays. Donc, les médias doivent faire bloc pour, en tout cas, vraiment aider le pays à sortir de ce mauvais pas. Mais le journaliste aussi, c'est comme je dirais quelqu'un, le journaliste, c'est l'homme à jeun dans l'ébriété de ce monde-là. C'est-à-dire, il promène un miroir qui reflète les tares et les laideurs aussi de sa société. Donc, il y a des choses... Les laideurs peuvent aussi contribuer oui, mais il ne peut pas les cacher. Il peut les cacher par chauvinisme, mais jusqu'à un certain point, il ne peut pas. Par exemple, pour des cas de corruption. Oui, il ne peut pas parce que... Est-ce qu'il faut fermer l'œil parce qu'on est en temps de crise? Il ne faut pas dénoncer des cas de corruption, par exemple. Oui, ça, par exemple, ça, c'est laissé à l'appréciation. Est-ce qu'il faut faire cette autocensure, soi-disant parce que, bon, on est patriote et qu'il faut aider le pays, bon, tutu-canti. Non, je pense que le journaliste, quand même, il y a ce qu'on a. C'est ça, on revient aux fondamentaux du journalisme, l'éthique et la déontologie. Il y a des moments,
il faut vraiment effectivement faire bloc. On le voit même dans les grandes démocraties, quand le pays dans ses fondements est attaqué, les journalistes, il y a des lignes rouges, ils ne franchissent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, on dit non, il faut benoîtement suivre quand même ce qu'on fait, ce que font les autorités, et puis dire voilà, tout est bon. Parce que là, on n'en rend même pas service à ces autorités-là, parce qu'on se fourvoie et on devient des bénis oui-oui et des yes-men. Parce que je dis ça parce que l'actualité, vous le savez, avec cet article du journal L'Événement, sur cette affaire de 400 millions qu'aurait empoché un capitaine destiné au VDP justement, et pour beaucoup de citoyens burkinabés, c'est une façon de mettre les bâtons dans les roues des nouvelles autorités. Oui, j'ai vu la polémique qu'il y a, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que les autorités ont dit qu'ils sont en train d'investiguer et de mener une enquête. Mais les Burkinabés attendent rapidement les conclusions de cette enquête. Sinon, à ce que j'ai eu dire, bon, ceux qui ont soulevé le lièvre, en tout cas, je pense qu'ils savent que l'information est quand même assez sensible et grave, qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec ça. C'est dit quand même que c'est du béton. Il doit avoir de la consistance. Voilà. Maintenant, il faut que les autorités, en justice, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Ce n'est pas à celui qu'on accuse qui doit amener la preuve, mais c'est celui qui accuse. Aujourd'hui, ceux qui ont soulevé le lièvre, l'événement en l'occurrence, dit qu'il a ses preuves. Bon, le gouvernement dit qu'ils vont mener des ans. Mais dans ce cas d'espèce, on doit faire rapidement. Surtout que quand même aujourd'hui, bon, entre l'armée et puis l'opinion, bon, il y a eu un certain désamour. Bon, il y a eu des facteurs, si on devait parler de mariage, des facteurs dirimants qui frisaient le divorce, mais qui sont en train de se souder. Surtout qu'il y a ce sentiment-là. On gagnerait rapidement à faire l'enquête et à produire les résultats. Parce que quand même, ça fait presque un demi-milliard. Si c'est avéré quand même, on doit prendre des... Et si c'est avéré, c'est une façon aussi de démoraliser les hommes sur le terrain, les VDP. On doit prendre des dispositions vraiment pour vraiment arrêter de tels actes. Parce que quand même, c'est assez grave. Donc bon, c'est un lièvre qui a été levé. Je pense que quand même, l'événement ne peut pas s'amuser à faire ça. Mais si c'est faux, le gouvernement doit administrer la preuve du contraire. Et puis on est quitte. D'accord. Et en même temps, on parle de liberté de la presse, justement. C'est aussi un défi actuellement. On a vu récemment cette sortie des organisations professionnelles des médias qui dénoncent justement des velléités d'atteinte à la liberté de la presse. C'est inquiétant, à votre avis, en tant que patron de presse? Oui, disons que bon, ça ne date pas de maintenant. Si vous prenez même vers la fin du régime de Roch, bon, il y a eu l'histoire d'Internet mobile, mais depuis l'avènement des militaires, bon, on sent souvent certaines velléités. On sent des velléités, mais de porter des camisoles de force à la presse. Mais bon, je pense que pour le moment, quand même, la presse burkinabé, elle jouit d'une relative liberté. Je ne sais pas qu'adviendra-t-il de l'avenir, mais on sent que, bon, il y a cette liberté. Est-ce que ce qui est arrivé à RFI, c'est un coup de semonce à l'égard de la presse nationale? Je n'en sais rien, mais pour le moment, quand même, bon, on ne peut pas préjuger aujourd'hui. La presse burkinabé jouit quand même d'une relative liberté de presse. Peut-être qu'au niveau de l'autorité, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais il y a aussi une certaine opinion aujourd'hui qui se développe avec parfois aussi le discours quelque peu violent, des appels à la violence. Il y a le cas Newton Ahmed Bari, par exemple, ou du jeune confrère d'Omega Media. Oui, ça, c'est les dérives et ce que j'appellerais des comportements dangereux et nauséeux. Parce que, bon, quand des individus s'en prennent à un confrère, bon, parce qu'il n'est pas d'accord. Bon, mais c'est ça aussi le problème aussi du Burkina. En fait, toutes ces dérives-là, parce que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde se prétend journaliste au Burkina. C'est ça aussi le problème. On est envahi du fait que le métier n'est pas vraiment organisé, le métier n'est pas formaté, n'est pas formalisé. On a des flibustiers. On a des flibustiers qui ont envahi la corporation. Donc, ça fait que tout le monde est... Donc, tu donnes ton avis à un journaliste qui fait son travail. Tu vas voir quelqu'un qui ne connaît de journalisme, ni d'Adam, ni d'Ève, qui va se mettre à épiloguer, à vouloir et même à te menacer. C'est dommage, il y a ça. Mais je pense aussi qu'il faut quand même que les autorités mettent le haut là. Voilà. Parce que
le désordre engendre le chaos. Et le chaos est très mauvais. Houphouët disait qu'entre l'ordre et le désordre et l'injustice, il préfère l'injustice. On peut réparer une injustice. Mais le désordre, quand il atteint un certain niveau, mais c'est la fin. Il crée plus que l'injustice. Voilà, donc aujourd'hui, il faut aussi que quand même l'autorité mette le haut là. J'ai l'impression quand même que, bon, ça on est pris par un maelstrom, vraiment un harmattan de désordre. Et ça, c'est l'autorité, c'est une responsabilité régalienne des autorités de remettre de l'ordre. Quand quelqu'un transige ou bien il est en porte-à-faux avec les lois de la République, mais les lois doivent s'appliquer. Et régime militaire, c'est quand même, ça incarne quand même l'autorité. Oui, oui, c'est un régime d'exception par excellence. C'est comme je dis, c'est martial. Donc, normalement, bon, il y a des travers qu'on ne devrait pas voir. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, sauf à ce que ceux qui font ces travers aient vraiment l'onction de certaines autorités. Sinon, on ne peut pas s'expliquer. Quand quelqu'un faute, on doit le rappeler à l'ordre. Même dans un régime normal, a fortiori dans un régime militaire. Alors, on va parler justement de régime militaire, de gouvernance du MPSR 2. Alors, les premiers pas du capitaine Ibrahim Traoré. Retour à l'espoir, à votre avis, il y a de quoi sourire maintenant? Non, disons que je constate qu'il y a un petit air de sincérité de la part de IB, que j'appellerais un sankarisant. Voilà, il veut endosser les rangues du fringant capitaine de 83. Bon, c'est déjà bien, mais il n'est pas Thomas Sankara. Je l'ai dit sur un plateau, il est Ibrahim Traoré. Qu'il puisse vraiment se saisir des idéaux de Thomas Sankara à gauche, à droite, ça oui. Mais il n'a qu'à rester lui-même. Chaque homme est unique. Il est Ibrahim Traoré, il est un capitaine de l'armée burkinabé. Bon, il veut s'identifier à Thomas Sankara, c'est bon, mais il n'a qu'à rester lui-même. Il y a cette air de sincérité-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais prendre une image, le capitaine IB, c'est un capitaine, le capitaine, c'est à l'image d'un capitaine de bateau, le bateau burkinabé, qui est encalminé au milieu d'une mer. Et IB, aujourd'hui, il ne se contente pas de faire le travail de scrutation. Il essaye justement de dépêtrer, de décalminer ce navire-là des différentes houles. Parce que quand un navire est pris dans les houles de la mer, bon, vous pouvez chavirer. Aujourd'hui, on est dans ça. Et IB, il tente de le faire. Bon, je souhaite qu'il réussisse. Ça ne sera pas facile parce qu'il est inexpérimenté. Bon, de toute façon, on ne va pas à l'école, à une école pour devenir président. Souvent, on est dedans et on fait le training. Donc, il a aussi un gouvernement qui doit apprendre. Donc, il y a ça. Donc, je pense qu'on est dans cette optique et on espère que vraiment, bon, il va réussir. Et Napoléon disait qu'un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, c'est une opinion qui rencontre des baïonnettes. IB, il a rencontré l'opinion. L'opinion, c'est quoi? L'opinion, on a reproché à celui qu'ils avaient déjà mis au pouvoir, Damiba, de dévoyer la lutte. Ça, c'est l'opinion. L'opinion aussi, c'est ces manifestants-là qui sont sortis les 30 septembre, 1er et 2 octobre pour adouber IB. Donc, il a cette opinion. Et puis, bien sûr, les baïonnettes, bon, c'est son camp qui s'est déporté de Kaya pour venir l'aider à prendre le pouvoir. Donc, Napoléon ici, il fait référence à son Brumaire. Vous savez que Napoléon a fait un coup d'État, son Brumaire en novembre. Donc, un coup d'État, c'est une baïonnette qui rencontre des opinions. Maintenant, pour qu'il y ait osmose, pour que justement ce coup d'État, bon, on ne dira pas béni, parce que, bon, est-ce qu'il y a des coups d'État bénis ou pas? Bon, le débat reste ouvert, mais il faut aujourd'hui, pour moi, il bénéficie de beaucoup de sympathie. Est-ce qu'il pourra capitaliser ça pour pouvoir vraiment tirer le Burkina de ce mauvais pas-là? Bon, on verra. Le 30, il aura 100 jours. Bon, c'est nous les journalistes qui avons instauré ça, les 100 jours. Encore que je sais que 100 jours, on ne peut pas juger quelqu'un. Mais on verra déjà ce qu'il a déjà fait. Mais je crois déjà qu'il y a un air de sincérité. Il a aussi peut-être
Une qualité qu'on peut voir aussi, qui peut être comme un défaut, il ne parle pas beaucoup, il est taiseux, justement. Bon, à l'opposé de son Premier ministre qui est très volubile, bon, donc il se complète. C'est un bon duo à votre avis, là? Ça se complète? Oh, l'attelage, bon, si il pense qu'il peut fonctionner, moi je n'ai rien à dire à cet attelage. Mais je trouve que le Premier ministre, il est très volubile et IB, il bavarde moins, il est taiseux. Est-ce que cet attelage se complète? On verra, parce qu'on ne peut pas, moi, même les 100 jours, c'est les journalistes qui ont, mais je pense qu'on ne peut pas, mais déjà, il y a un aide de sincérité, il y a le manque d'expérience, il y a le manque du régalien, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'État. Parce que le régalien, diriger un État, ce n'est pas vraiment, bon, comme je dis, paraffer des choses, ce n'est pas bien parler à la télé, mais c'est gouverner, c'est prendre des décisions, c'est arbitrer, c'est assumer. Et dans tous les pays, il y a ça. C'est un costume lourd. Voilà, et souvent, il y a des dossiers sales qu'il faut gérer. Mais à la différence avec les pays occidentaux ou les pays vraiment où la démocratie est vraiment très bien ancrée, eux, ils arrivent à gérer ces dossiers sales-là. Parce que là-bas, quand le dossier fuite, et qu'il y a une odeur nauséabonde, c'est dangereux parce que ça emporte tout le monde. Ici, on gère mal les... Sinon, mais la politique n'est pas le domaine de la félicité, nous dit Hegel. Oui, la politique, ce n'est pas le domaine des bondieuseries. C'est dur. Donc même quand on l'a pris... Assumer, prendre des coups... Voilà, et surtout quand on l'a pris justement par les baïonnettes, eh bien, comme on dit, la tête du roi appartient à celui qui n'a pas peur de perdre la sienne. IB, il a pris le pouvoir par la force, mais il doit assumer et puis aller jusqu'au bout. Donc, plus d'engagement sincère, à votre avis, que du populisme? Le populisme, bon, on ne peut pas faire aussi la politique, et surtout si on a pris le pouvoir par un coup d'État, sans un brin de populisme, un zeste de populisme. Bon, surtout que quand même, ça l'a aidé. Je vous ai dit, il a été adoubé par la rue. Aujourd'hui, il est porté à bout de bras par cette même rue-là. Et donc, bon, il y a un brin de populisme, mais je pense qu'il a un air de sincérité. Mais il n'est pas Sankara. Moi, et Sankara, comme je l'ai dit, Sankara a vécu il y a 35 ans. Il a fait beaucoup de choses en 4 ans. Mais il y a des choses aussi qui sont désuètes, qui sont obsolètes. On ne peut pas... Si on prend par exemple les COP qui se font actuellement, mais Sankara avait fait des COP avant la lettre. Quand on prend les 3 luttes, lutte contre la divagation des animaux, lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive, c'était vraiment la lutte. Il avait vu la question de l'environnement il y a 35 ans. Ça, on peut par exemple... Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce que c'est dépassé. Donc, je pense que peut-être qu'ils sont sur la bonne voie. Maintenant, il faut qu'ils puissent faire rapidement, et le temps, c'est ce que justement le MPSR 2 n'a pas. J'ai écouté le Premier ministre quand il faisait son discours de politique générale, il dit si on a le temps, on fera ça, on fait. Le temps, c'est ce qu'ils n'ont pas justement. Il reste 19 mois, et en 19 mois, on ne peut pas faire tout ce qu'ils veulent là. Est-ce que vous pensez que l'impératif temps, ça tient encore, tel que vous voyez les choses? Ah oui, mais oui, puisque il y a un temps imparti. Il y a un temps, oui, bon, c'est maintenant 19 Le capitaine Ibrahim Traoré parle de libération totale du territoire. Est-ce que vous pensez que l'échéance de juillet 2024, ça peut tenir encore? Non, parce que moi, je ne partage plus la corrélation. On va libérer tout le territoire avant de faire des élections. Il y a 3 semaines, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire sous-régional des OGE, les organes qui gèrent les élections. Il y avait 11 CENI qui se sont réunis à Ouaga ici, sous l'égide de la CENI burkinabé, et on a parlé des élections qu'on organise en temps de crise. Et il y a eu des témoignages éloquents, par exemple, notamment celle du Nigeria. Le Nigeria organise des élections régulièrement, malgré Boko Haram. Donc aujourd'hui, vouloir dire qu'on va libérer tout le territoire avant de faire les élections, bon, cet argument-là, je pense que cet argument-là aura des pâquerettes. Ça ne tient pas. Il faut faire avec parce que... Oui, on peut faire avec les élections. Si on arrive à libérer 80% du territoire, parce que la guerre aussi, c'est la géographie. Mais ça, c'est déjà énorme, 80% du territoire en une année. Mais c'est ça, je dis. Mais
on ne peut pas dire, voilà, on va libérer tout le territoire avant de faire les élections. Parce que même si on arrive à libérer une grande partie du territoire, il y aura toujours certains pans de notre superficie-là qui seront infestés par ces terroristes-là. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'on organise les élections, même avec des zones inaccessibles. Quitte à ce que le président civil vienne, il va continuer cette lutte contre le terrorisme-là. Parce que quand on a fait 3 jours, 7, 8, 9, cet atelier-là est édifiant. Le cas du Nigeria, le cas du Mali, le cas ils ont organisé des élections régulièrement, et même le Burkina en 2020. Donc ça peut se faire, mais c'est vrai qu'il faut quand même libérer une bonne partie et puis relancer l'économie. Moi, voilà les deux chantiers majeurs. Si le MPSR 2 arrive à réaliser ces 2 chantiers majeurs-là, moi je leur dirais bravo. Tout le reste là, le temps c'est ce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Sinon, on va comme ça et puis on va tourner, on va faire ça. Et après, on a une foultitude de chantiers. Or, tout est prioritaire. Mais il faut choisir les priorités dans les priorités pour les faire. Il y a une nouvelle donne quand même. Burkina Faso, Mali, quand vous voyez les deux juntes, de plus en plus, il y a la question sécuritaire, mais il y a aussi cette question de souveraineté nationale, de lutte anti-impérialiste qui est là. Et est-ce que ce chantier-là ne vient pas un peu brouiller les choses sur les questions de calendrier? Est-ce que, effectivement, mener cette lutte pour la souveraineté nationale ne demande pas plus de temps que prévu? Oui, ça, je l'entends dire qu'il y a l'effet domino du Mali qui est en train de déferler sur le Burkina. On est en train de copier le Mali parce que le Mali est en train de vraiment de prendre sa vraie indépendance. Et nous aussi, on veut vraiment copier le Mali. Je n'en sais rien. Parce que les deux pays sont différents. On ne peut pas dupliquer ce qui est au Mali ici totalement. Et encore qu'il faut observer de voir la fin. Comme un film, il faut attendre le clap de fin pour porter un jugement tranché. Donc, moi j'entends dire ça, mais c'est déjà bien qu'il y ait cette coopération. Moi, je salue la coopération entre le Burkina et le Mali qui date depuis des décennies. Et puis encore, bon, vous savez bien que ceux qui nous attaquent là, souvent, ils ont leur QG, vraiment, du côté du Mali, ils viennent nous attaquer, ils le replient là-bas. Donc, c'est bien quand même que ces deux pays-là se donnent la main pour lutter contre ce terrorisme. Ça, c'est bien. Mais maintenant, politiquement, est-ce que le MPSR 2 va prendre les pas du régime dirigé par le colonel Assimi Goïta? Je n'en sais rien. On le dit, mais on attend de voir. Est-ce que le cas malien est soluble dans le Burkina Faso? Bon, ça c'est un point d'interrogation qu'il faut attendre de voir. Oui, parce que vous dites justement le capitaine a été adoubé par la rue, mais c'est une rue qui a des exigences justement sur cet aspect des choses, justement notamment comment faire en sorte, parce que le sentiment anti-politique française qui monte, et cette rue porte ce sentiment-là. Non, j'ai regardé, mais si vous regardez ceux qui agitaient les drapeaux russes et autres, bon, il faut distinguer quand même ceux qui faisaient ça. Mais en fait, hein, comme on le dit, de plus en plus les gens rectifient. Hein, c'est un comportement anti-système français, mais pas contre la France. Tout à fait. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, et même le Premier ministre dans ses discours, peut-être qu'il prend des gants, mais il n'est pas tranché. Il n'est pas tranché. Est-ce que, finalement, vous me demandez voir, est-ce qu'on va faire appel au Walkyrie de Wagner? Voilà, moi, je maintiens à la rhétorique officielle. Pour le moment, en tout cas, la rhétorique officielle, c'est que les Walkyries de Wagner ne sont pas au Burkina. Et même, vous avez vu le président ghanéen qui s'est piqué depuis Washington de l'avancée. Il a dû dépêcher Fissa, une délégation de 10 personnes, dont le ministre de la Sécurité, pour battre sa cour, pour faire acte de contrition. Donc moi, je ne vais pas, moi, en tant que, un petit journaliste, je ne vais pas me risquer à dire que les Walkyries de Wagner sont là. Même si, par ailleurs, au deuxième jour même, le coup d'État consommé, le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, il a fait pratiquement une cour assidue à eBay en lui proposant ses offres de services et en flétrissant même celui qui l'a tombé, Damiba.
Est-ce que, comme une jeune fille à qui on fait la cour, IB va céder, ou bien il va opposer une rebuffade, comme une fiancée le fait à son jeune homme? Est-ce que IB va faire ça à Yevgeny Prigojine? Les prochains jours, les prochains mois, on le saura. Toujours est-il que le Premier ministre était là-bas, sans crier gare, sans communiqué officiel. Macky Lem de Tambela était en Russie. Oui, il était en Russie. Bon, nous tous, nous avons vu, on a écouté ce qu'il a dit. Bon, on a d'abord dit que... Moi, ce qui quand même m'a gêné aux entournures, c'est que ça soit par une presse étrangère qu'on l'apprend. Visite privée pour visite privée, mais le Premier ministre, comme n'importe qui, a le droit d'aller en visite. Il faut s'assumer, voilà, il n'y a rien à cacher. Oui, mais il pouvait vraiment... Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Ailleurs, vous n'allez pas voir un truc aussi important. Il va donner ça à la presse nationale locale avant que ça ne sorte. On l'a appris par Jeune Afrique, le journal panafricain Jeune Afrique. C'est ça. Ensuite, on nous dit c'est une visite privée, c'est quoi? C'est une visite privée, mais on pourrait nous dire, parce que si, ça allait couper court à toutes les rumeurs, à tous les ragots. Par exemple, on entend dire que ce voyage a été financé par Wagner, ce n'est pas la Russie officielle qui a invité le Premier ministre. On entend du tout. Or, il suffisait que les services de la communication de la primature fassent un communiqué, le Premier ministre est allé en visite privée. Parce qu'une telle visite, dans un tel contexte, vraiment n'est pas anodine. Vous avez beau dire dans la tête des gens, dans le cortex des gens, il y a beaucoup, 1000 idées qui foisonnent et on se fait beaucoup d'idées. Or, il suffisait de faire un communiqué. Et puis la transparence, il faut communiquer voilà, aussi. Donc, bon, c'est ça que je dépose. Sinon, le Premier ministre, il a bien le droit d'aller au bord de la mer Noire. C'est son droit le plus absolu. Diversifier les partenaires, et alors en ce moment, et la France dans tout ça, justement, de plus en plus, on sent de la tension dans l'air entre les autorités françaises et puis l'ambassade de France. Non, moi je ramène ça à des proportions acceptables. Non, la France doit être respectée et au même titre que nous exigeons du respect de la France. Mais il y a le fait qu'aujourd'hui, bon, il y a une frange de la jeunesse qui veut qu'on revisite certaines choses, notamment la question monétaire, et la question des ressources, choses, et puis la question même de la coopération avec la France. Mais bon, c'est à nous de le faire. Moi, j'ai bavardé avec beaucoup de chancelleries. Ils disent, mais c'est aux Burkinabés de faire leur mue, de faire cette révolution copernicienne-là, ce changement de paradigme. C'est à nous de le faire. Est-ce que cette révolution-là, elle sera directique, c'est-à-dire par le dialogue, ou bien martiale, c'est-à-dire à coups violents? On ne le sait pas. Mais je pense que la France... Il faut respecter la France comme nous exigeons aussi que la France nous respecte. Et aussi, bon, respecter les canaux diplomatiques. Il faut aussi, il y a tout ça parce qu'on vit dans un monde planétaire. C'est un monde qui est devenu un village. Bon, avec la France, on a des liens historiques et on a beaucoup de relations qui deviennent de plus en plus sensibles, justement dues à la Russie, même pas à la Russie officielle, dues à Wagner. Bon, on attend de voir, parce que quand on dit France ou Russie, ce n'est pas la Russie officielle, c'est France ou Wagner. Donc, on attend de voir comment... Vous savez que même au Mali, on ne veut pas parler de Wagner, on parle de la Russie, tout simplement. Oui, même au Mali, ils n'ont jamais dit officiellement que Wagner est venu. C'est le président russe, Vladimir Poutine, qui est sorti un jour, dit, effectivement, Wagner a des choses, des liens avec l'État malien, mais ce n'est pas le Kremlin officiel. Il a fallu ça pour qu'on coupe court. Mais sinon, on nous a toujours dit que c'est des instructeurs russes, c'est des quoi. Mais c'est comme je vous le dis, je vous renvoie à ma réponse précédente. Bon, avec la France, moi, je ne peux que dire qu'il faut du respect mutuel. Et puis, bon, la France aussi doit savoir qu'aujourd'hui, ce qui se faisait il y a 20, il y a 30 ans, les jeunes n'ont plus le repère. Elle doit aussi faire sa mue, changer de paradigme. Oui, la France aussi doit savoir lire entre les lignes et puis pouvoir suivre vraiment le cours de l'histoire. Elle doit savoir lire l'histoire et puis bon, se dire que ces liens séculaires-là ne sont pas si insécables que ça. Et savoir qu'aujourd'hui, les jeunes Africains veulent autre chose que la frange de Papa Madi. Bon, le discours de la boule est mort. Il y a beaucoup de choses. Donc,
il y a ça, mais je ne pense pas que, bon, c'est la France en tant que telle, on a un ressentiment. La preuve en est que beaucoup de jeunes vont toujours étudier en France, on va toujours se soigner là-bas, on vitupère contre la France, mais il y a toujours ces relations-là. Il faut faire ça un peu, bon, je pense aussi qu'il faut savoir raison garder. Mais le Burkina, encore que le Burkina a le droit de diversifier ses partenaires, ça c'est son droit le plus absolu. Dans le respect des autres, vous l'avez dit, aujourd'hui on le voit, diplomatiquement, c'est une autre approche aujourd'hui encore. Hein, on l'a vu, hein, c'est expulsion de Français accusés d'espionnage, tout récemment, aussi menace d'expulsion aussi d'un fonctionnaire onusien, justement. Oui, bon, qui est tombé vraiment récemment, la représentante du système des Nations Unies, qu'on dit persona non grata. Bon, on attend des explications, mais officiellement, c'est une information que nous avons eue comme ça, mais on n'a pas d'information sur cette expulsion de la dame-là, donc je ne peux rien dire. Quant aux deux présumés espions français, nous avons, dans notre édition de vendredi, nous avons pu avoir la version des sources consulaires qui nous ont dit que c'est effectivement 2 Français qui travaillaient pour une entreprise privée ici, mais sans s'être déclaré. Un travail au noir, en fait. Mais bon, en fait, on les a signifiés de partie, mais il n'y a pas eu de processus d'expulsion. Et du reste, les services consulaires ont pu leur rendre visite avant qu'ils ne prennent l'avion le 17 décembre dernier. Bon, maintenant, pour la dame des Nations Unies, j'avoue que je n'ai aucune information. Tout à fait. Alors, l'axe Ouagadougou-Bamako, justement, pour faire peut-être plus solide, ou peut-être aussi pour sauver le Mali de l'isolement? Non, le Mali est en train de vouloir être le héros. Héros ici, H-E-R-A-U-T. C'est-à-dire annonciateur d'une nouvelle Afrique. D'une Afrique en rédemption. C'est ce que le Mali veut. Et le Mali, justement, veut qu'il y ait boule de neige, que d'autres le suivent. Est-ce que la Guinée, est-ce que le Burkina vont suivre? Je ne sais pas. Mais si le Burkina, en tendant la main au Mali, peut le sortir de l'isolement, mais je pense que chacun a compris que le bon voisinage, là, c'est très important. Vous avez vu même que dans l'histoire des 46 soldats ivoiriens, et je pense que le président Alassane Ouattara est dans la logique maintenant de la négociation et de la diplomatie souterraine. Parce qu'il a envoyé son ministre de la Défense et son petit frère pour vraiment être à la rescousse du négociateur officiel qui est le président togolais Gnassingbé. Et je pense que, sauf vraiment tremblement de terre, ou en tout cas sauf revirement de dernière minute, peut-être que les 46 militaires vont pouvoir fêter, à défaut de la Noël, ils vont pouvoir fêter la Saint-Sylvestre, en tout cas, chez eux. Parce que je pense que monter du muscle, Alassane a compris qu'en tant que voisin, il faut vraiment manager les voisins. Et c'est pour ça que je profite de saluer l'attitude du Ghanéen là, qui a fait vraiment preuve de sagesse. Quand on s'est fourvoyé, on vient et puis on demande des excuses. Surtout quand c'est un voisin. Sauf à vouloir vraiment faire la guerre avec ce voisin. En tout cas, l'axe se dynamise davantage. Hein? Ouagadougou-Bamako, on sent que la collaboration est en train de se consolider justement dans le cadre donc, de cette coopération militaire, mais de quoi justement donner de tournis, que ce soit à la France, mais aussi aux institutions sous-régionales, hein, la CEDEAO notamment. Oui, en fait, bon, la CEDEAO ne veut pas que justement, je reviens, la CEDEAO ne veut pas que le cas malien se répète, parce que ça va faire, s'il y a eu le Mali, si le Burkina est dans le même cas, c'est pas bon. Et ça donne un mauvais signal. Ça donne un mauvais signal. Donc, je pense que le Mali, je ne sais pas ce que ça va, parce que le Mali est dans une voie qu'il est en train de se tracer. Chacun souhaite que le Mali réussisse vraiment pour son grand bien. Mais on attend de voir, parce que déjà, il y a des îles. Parce qu'il faut reconnaître aussi, et l'ultime priorité pour une transition, c'est que cette transition même prenne fin. L'ultime station d'une transition, c'est les élections.
Donc l'ultime transition du Mali, c'est organiser les élections. Est-ce que Goïta, je pense que Goïta n'a qu'une seule alternative, à 4 mois, comme le permet la charte malienne, à 4 mois, il va faire tomber le treillis pour se présenter. Parce qu'il n'a pas le choix. Ils ont atteint un tel niveau que Goïta ne peut pas laisser le pouvoir et puis vivre. Il n'y a pas une vie après la présidence pour Goïta, en tout cas pas immédiatement, en 2024. Donc il est obligé de faire tomber le treillis pour se présenter. Donc moi je pense que, mais s'il arrive à faire des élections crédibles, entre guillemets, parce que lui-même il sera juge et parti, bon, c'est sûr qu'il ne va pas faire les élections pour les perdre. C'est quel Mali ça va donner avec Goïta 2, on le verra. Mais ils sont en train de tracer une voie que beaucoup d'Africains souhaitent que ça réussisse. Mais est-ce qu'on peut aussi réussir en vivant en autarcie, bon, en faisant la diplomatie du muscle? Bon, ça, c'est des questions que je me pose. Un Goïta civil qui poursuit ce travail de libération du Mali, de souveraineté du Mali. Peut-être aussi Ibrahim Traoré civil pour poursuivre l'œuvre entamée. Bon, ça, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas la boule de cristal. On verra. Nous, on est encore dans 19 mois de ces échéances-là. On verra parce que pour la priorité, je dis, il faut réussir à pacifier le pays. Il faut relancer l'économie locale. Parce qu'actuellement, les Burkinabés tirent la langue, ça ne va pas. Alors que si on arrive même à vaincre le terrorisme et l'économie, ça ne va pas. On tombe de Caraïbes en Silla. Aujourd'hui, l'économie locale est à terre. Et ça, c'est aussi une gageure. C'est un chantier d'Hercule que IB doit voir. Il doit vraiment voir ça. Pour moi, personnellement, et dans la durée, il y a un risque d'essoufflement aussi à ce niveau. Oui, et bon, discrédit. Et il sait que par essence, tous ces gens qui sont pour lui, le peuple est par essence versatile. Demain, on vous porte au nu et après demain, on vous laisse tomber. Comme on dit, entre le Capitole et la roche tarpérienne, il n'y a même pas de l'espace pour du papier à cigare. Et donc, il doit savoir ça, même ayant 34 ans, il doit savoir que c'est les mêmes qui vous portent au nu, c'est demain les mêmes qui vont vous vouer aux gémonies. C'est ça aussi le peuple. Et c'est pour ça qu'il faut une élite pour justement éclairer ce peuple. Je n'irai pas jusqu'à dire un timonier éclairé ou bien comme le dirait Ablassé Ouedraogo, mais il y a la piétaille, il y a la masse, mais il y a l'élite. Un pays, c'est toujours l'élite qui éclaire et puis la masse suit. Qui doit voir éclairer et permettre aussi au capitaine Ibrahim Traoré de porter peut-être, pourquoi pas, un manteau politique, parce que c'est important quand on gère un État. Il n'y a pas que le militaire, c'est aussi gérer un État, c'est aussi savoir faire de la politique. On parle de la situation des partis politiques, justement, pour terminer. Le silence ou la voix, quel rôle, justement, devrait-il jouer sous cette transition? Non, actuellement, ils doivent observer un silence sépulcral, un silence de tombe. Oui, actuellement, ils doivent observer un silence sépulcral, un silence de tombe, parce que les activités politiques sont interdites. Ils vont dire quoi? Mais ce que je dis, je l'ai dit même sous Damiba, bon, il faudra que le capitaine Ibé sache que tôt ou tard, c'est eux qui font l'actualité, c'est eux qui font la politique. Les militaires sont descendus dans l'arène, mais le vrai endroit des militaires, c'est les casernes. Donc, bon, les politiques doivent actuellement la boucler, mais tôt ou tard, il faut que IB, en tout cas, ouvre la voie pour que ces politiciens-là donnent de la voix, parce que c'est eux leur travail, c'est leur boulot, c'est leur job. Donc, les politiques, ils tressaillent. Et quand on les maintient trop aussi dans un angle mort, bon, leur capacité ils n'ont pas les calaches, ils n'ont pas les baïonnettes, mais leur capacité de nuisance aussi peuvent équivaloir aux baïonnettes. Et puis, IB doit savoir qu'on peut, comme on le dit, tout faire avec les baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Et ça sera peut-être le mot de la fin, on est en fin d'émission. Oui, ok, je remercie BF1 de m'avoir permis de m'asseoir sur ce fauteuil blanc, ce mythique fauteuil blanc. Comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai un peu levé le pied. Bon, c'est pas que je n'ai pas des invitations sur les plateaux, mais j'ai levé le pied pour plusieurs raisons. Parce qu'on se fait beaucoup d'ennemis. Les gens ne comprennent pas
que le journaliste, on est contre personne, on joue notre rôle quand on critique. Quand vous êtes ministre, vous avez une parcelle de poids, il faut accepter qu'on vous critique. Bon, il y en a qui ont personnalisé, ils vous en veulent, oui, il est contre moi, tu m'as critiqué. Oh non, moi, on n'a pas un journaliste est désincarné. Donc, c'est pour ça que j'ai élevé. Mais, bon, c'est une occasion. Peut-être que c'est ma rentrée encore sur les plateaux, monsieur Aubin Guébré. Merci de m'avoir donné l'occasion de revenir, en tout cas, sur cette émission qui est vraiment une émission phare. Et vraiment, je vous remercie. Merci à vous également. Merci de nous avoir fait l'honneur de passer dans la surface de vérité ce soir. Pour votre part de vérité, en tout cas, pour ces analyses assez pointues, assez éclairées. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. On se retrouve ici avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.